Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue aux 20h et merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. À la une de l'actualité ce mercredi, à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté à l'unanimité un nouveau test en remplacement du règlement intérieur de l'institution. C'était à l'occasion des travaux de la deuxième session extraordinaire. La Banque mondiale accompagne le Bénin dans la lutte contre le coronavirus. 9 ambulances ont été réceptionnées ce mercredi par le ministre de la Santé. Et puis, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information renforce les capacités de plusieurs acteurs sur la cybercriminalité. Un atelier a lieu à cet effet à Cotonou. On prend tout de suite la direction de Porto Novo pour parler de ce nouveau test en remplacement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le document a été adopté à l'unanimité hier mardi au Parlement et cela à la faveur des travaux de la deuxième session extraordinaire de l'institution. Guillaume Avienou. Après une suspension de plus de 5 heures d'horloge, les travaux de la deuxième session extraordinaire du Parlement, ouverte ce mardi, se sont poursuivis tard dans la soirée. À l'arrivée, la proposition de résolution portant révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, adoptée à l'unanimité des députés présents et ou représentés. L'examen du test entamé à la faveur de la première session ordinaire 2020 de l'institution n'a pu aller à son terme. La session tirait déjà à sa fin et les discussions avaient, elles autres, buté sur l'article 24 du test proposé. Mais après quelques jours de conciliabule, les députés ont fini par harmoniser leur point de vue, ce qui a permis d'obtenir un test plus consensuel avec 49 articles nouveaux, du 1er au 49e article de l'ancien document. Les innovations. On retient entre autres que les députés s'organisent en groupe parlementaire par parti politique représentés à l'Assemblée nationale. Les députés d'un même parti politique représentés à l'Assemblée nationale ne peuvent se constituer qu'en un seul groupe parlementaire. Aucun groupe ne peut comprendre moins de 10% de l'effectif total des députés à l'Assemblée nationale, non compris les députés apparentés. Un député ne peut que faire partie que d'un seul groupe parlementaire. Tout député qui démissionne d'un groupe parlementaire reste non inscrit jusqu'à la fin de la législature. Le nouveau test contraint désormais le président de l'Assemblée nationale, l'ordonnateur du budget de l'institution, à soumettre toute dépense à l'approbation de la plénière et il lui est interdit de contracter du crédit avec une institution bancaire au nom de l'Assemblée nationale. Le nouveau règlement de l'intérieur est bien accueilli des députés qui se félicitent d'avoir doté le Parlement d'un test révolutionnaire en remplacement de celui vieux de plus de 25 ans. Après le BEPC, dans quelques jours, ce sera au tour des candidats au bac de plancher. Tout est fin prêt pour le bon déroulement de cet examen dans le département du Borgou. C'est ce qu'a confié le directeur de l'Office du baccalauréat. Il a tenu une séance de travail avec les chefs centres et superviseurs du département. On écoute Alphonse Da Silva au micro de Alexis Assogba et Dorcas Tito. Lundi dernier, nous avons lancé le bac pratique. Tout se passe bien, le bac pratique va bientôt prendre fin et nous sommes prêts aussi pour l'examen du baccalauréat. Nous sommes ici au lycée Mathieu Bouquet pour nous entretenir avec les superviseurs et les chefs centres pour que
le bac puisse bien se tenir. Et je pense que le gouvernement a vu juste de faire en sorte que les jeunes du Bénin puissent avoir leur parchemin, passer les examens, CEPE, BPC et baccalauréat. Nous prenons les dispositions idoines pour que tout se passe dans les règles de l'art. Nous avons le dispositif barrière qui sera respecté scrupuleusement. Nous avons les gels, les lave-mains et aussi la distanciation sera respectée. Et le président de la République a tenu effectivement à ce que tout se passe très bien et nous allons proclamer les résultats en bonne et due forme. Nous avons cette année 95 404 candidats. C'est en baisse par rapport à l'année dernière qui était de 104 024 candidats à peu près. C'est dû au fait qu'il y a eu un taux assez fort de réussite l'année dernière et aussi avec le système d'EducMaster, on a filtré les candidats qui ne doivent pas aller aux examens, que ce soit le CEP, le bac et le BPC. Tout est fait prêt. Je dois féliciter les collègues de la partie septentrionale, c'est-à-dire notamment du Borgou et de la Liborie. C'est 100%. Tout le monde est arrivé. Tous les chefs sont arrivés. Ça, il faut le retenir. Donc, tout est fait prêt. Et nous sommes en veillée d'armes inoffensives pour que, effectivement, le baccalauréat puisse connaître un bon succès. Le ministère des Affaires sociales, l'UNICEF et l'ambassade des Pays-Bas se mobilisent contre le mariage des enfants. Ils ont initié le programme Cash Plus Care qui va démarrer bientôt. En attendant, un atelier d'information et de validation des documents techniques du programme s'est ouvert ce matin à Cotonou. Jean-Claude James, Louis Koudouba. Avec un taux de près de 38% des filles de 15 à 19 ans qui sont mariées ou en union, le problème du mariage des enfants est toujours d'actualité au Bénin. Mais la lutte contre le phénomène a désormais un nouveau nom. Programme Cash Plus Care. Malgré les efforts fournis et les actions menées depuis quelques années en matière de protection de l'enfant, le phénomène du mariage précoce perdure, compromettant ainsi l'avenir des filles en même temps qu'il menace leur santé physique et mentale. Le programme Cash Plus Care mettra l'accent sur l'éducation et l'élimination de la pauvreté en faisant reculer les pratiques coutumières néfastes. Mesdames et messieurs, au cours de cet atelier, vous aurez d'une part à vous familiariser davantage avec les outils de mise en œuvre du programme Cash Plus Care. D'autre part, vous procéderez à l'amendement et à la validation des documents techniques du programme. Éradication de la pauvreté à travers l'assistance sociale, rétention scolaire des filles adolescentes et réintégration des filles non scolarisées. Normes sociales favorables aux droits de l'enfant. Ce sont les trois composantes du Cash Plus Care, un programme qui regroupe le ministère des Affaires sociales, l'UNICEF et le Royaume des Pays-Bas. La phase pilote qui démarre bientôt prend en compte les communes de Kandi et Tchaourou, deux localités qui enregistrent des taux élevés du mariage des enfants. Et pour 2020, la vision des initiateurs est de répondre de manière sectorielle et globale à ce phénomène qui freine le développement. Je vous l'annonçais dans les titres. Le Bénin bénéficie d'un important appui de la Banque mondiale dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. 9 ambulances ont été réceptionnées ce mercredi par le ministre de la Santé. Plus de détails avec Marcela Rossi. Des ambulances de type Toyota Land Cruiser, munies de moteurs diesel. La Banque mondiale, dans sa démarche de don, a laissé la possibilité de choisir. Et le Bénin n'a pas hésité à bien choisir. Il s'agit d'ambulances spécifiquement conçues pour la cause. La Banque mondiale a accepté que nous fassions des options. Et nous avons fait la possible. Depuis le début de la pandémie, la Banque mondiale a déjà mobilisé 40 millions de dollars environ pour accompagner le Bénin. Nous sommes satisfaits, vraiment satisfaits, très satisfaits, monsieur le ministre, du dialogue avec le gouvernement dont l'engagement a permis d'anticiper les problèmes.
et de prendre les mesures idoines pour dépister et assurer une bonne prise en charge des malades. Les véhicules, selon les spécialistes, sont très bien équipés pour le transport sécurisé des patients. Dans cette ambulance, il y a un respirateur, petit respirateur que vous voyez au fond, qui permet de ventiler le patient jusqu'à l'amener à l'hôpital. S'il respire mal, on a des moyens de l'aider à mieux respirer. Si le cœur s'arrête, nous avons les moyens de le savoir parce qu'il y a un appareil dedans, comme une petite télé, qui montre le fonctionnement du cœur. Et si le cœur s'arrête, cette machine est capable de nous aider à faire la défibrillation associée au massage cardiaque externe. Donc comme le choc électrique qu'on donne pour pouvoir relancer le cœur. Et vous voyez les obus d'oxygène qui sont dedans. Un brancard avec des sangles. Si le patient est dans le coma agité, on peut l'immobiliser. C'est vraiment une bonne ambulance. Ces ambulances viennent à point nommé parce que le besoin était pressant. Elles viennent renforcer le parc des 10 ambulances déjà déployées sur le terrain. Ces ambulances sont médicalisées et ont à bord des équipements qui sont totalement au point pour assurer la prise en charge efficiente des cas au cours de leur transfert vers les sites de prise en charge. C'est vous dire que, à peine la cérémonie terminée, ces ambulances seront déjà sur le terrain et seront utilisées au maximum de leur capacité. Je reste convaincu qu'ensemble, nous pourrons relever les défis qui s'imposent à nous et traverser cette période assez difficile pour les États en toute sérénité. La Banque mondiale prévoit de déployer jusqu'à 160 milliards de dollars de financement au cours des 15 prochains mois afin d'aider les pays à protéger les populations pauvres et vulnérables. Des ressources additionnelles sont donc prévues pour que le Bénin réponde à ses besoins de développement. Vous le savez, mesdames et messieurs, afin de soulager les artisans béninois éprouvés par la crise sanitaire actuelle, le gouvernement béninois a initié une subvention de masse à leur profit. Cette mesure sociale, qui est déjà dans sa phase active, vise à relancer les activités économiques des cibles visées. Dans le Mono et l'Atlantique, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance est allée à la rencontre de quelques bénéficiaires de ce projet. Nicanor Kovi et Wenceslas Aroimont étaient de la partie. C'est un voyage à l'endroit à l'envers qu'effectue Véronique Toinfodé-Mewanou ce mardi. En arpentant les routes du Mono et de l'Atlantique, le ministre des Affaires sociales voulait avant tout constater de visu l'effectivité des mesures sociales auprès des artisans victimes du ralentissement économique induit par la crise du Covid-19. Là, nous avons voulu nous assurer de nous-mêmes de l'effectivité et échanger quand même avec les bénéficiaires pour voir un peu quels sont leurs sentiments. Nos directeurs départementaux s'occuperont également des autres départements pour nous faire remonter les échanges et les informations au moins de quelques bénéficiaires pour qu'on ait des idées un peu plus élargies sur le sujet. Sur le sujet, le ministre des Affaires sociales s'est fait une idée plus que large au contact des quelques artisans visités de manière aléatoire. Premier acte joué à Grand Popo avec des artisans reconnaissants de la manne substantielle versée par le gouvernement. Par exemple, ce promoteur a bénéficié d'une subvention de 200 000 francs CFA pour relancer son restaurant. J'ai déjà fait beaucoup de choses avec. J'ai payé déjà, parce que j'ai de la facture de l'SBE qui est à deux factures. J'étais à 2 factures. Quand l'argent est là, j'ai payé une partie. J'ai payé l'eau et j'ai payé des boissons. J'ai pris beaucoup de choses avec. Gratitude également de la part de Justine Amoussou, couturière à Grand Popo. Tout comme chez Karine Ablawa à Sourounou, tisserande à Comé, ému à l'excès de cet élan de générosité qui n'a transité par aucun intermédiaire autre que la messagerie de son téléphone portable. J'ai eu une grande joie, quoi. Et j'ai sauté. Malgré que je suis handicapée là, j'ai fait mon mieux. Et je suis allée rapidement chez les Mombamoni et j'ai pris l'argent. Félicitations à mon président, monsieur Atrans Guillaume Talon, qu'il n'a qu'à continuer comme ça. C'est très bon de sa part, quoi. Il a bien fait. Et je ne sais pas comment m'exprimer pour les joies qui m'animent. Plus que les émotions, c'est l'usage qui sera fait de cette subvention qui préoccupe Véronique Toinfodé-Mewanou.
et au ministre des Affaires sociales de s'en enquérir auprès de chaque artisan rencontré. Je vous jure que ce que les 100 000 francs ont fait dans ma vie, je ne saurais le dire, sincèrement. Ça a fait de grandes choses parce que je ne m'attendais pas à ça. Quand c'est venu, j'ai arrangé beaucoup de choses. Et je suis sûr que ça va arranger d'autres aussi. Et pour la première fois, moi, je suis là et le gouvernement m'a envoyé quelque chose. Donc, c'est tellement doux que j'en demande encore. Loin du fleuve Mono, à Ouida notamment, c'est le respect de la parole donnée du chef de l'État que l'on salue. Lui dont le gouvernement a initié ces mesures qui ont depuis lors dépassé l'étape de la simple promesse. Il a pris la décision qu'il a respectée. Donc ce n'est que quelque chose de bienvenu pour tous les promoteurs. Ce que le président a dit, il l'a fait. Nous les artisans, nous sommes reconnaissants de cette aide en numéraire. Espèce sonnante et trébuchante en main et nette de toute taxation. Là est la définition du bonheur pour ces artisans rencontrés, eux qui n'ont pas manqué de plaider le cas de leurs collègues laissés sur le carreau. Un plaidoyer pour lequel le ministre des Affaires sociales a apporté quelques clarifications. Il y a eu plusieurs étapes. Au départ, il y a eu l'enregistrement, la vérification des pièces d'identité, et ensuite avec l'ANIP, même les vérifications d'empreintes digitales. Donc, ceux qui ont respecté tout le processus jusqu'au bout et dont le numéro de téléphone correspond à leur identité, ce sont ces personnes qui ont d'abord reçu les subventions octroyées. En termes d'accompagnement social, c'est donc de transfert monétaire qu'il s'est agi pour ces artisans que les mesures restrictives du gouvernement ont ébranlé au cours de cette crise sanitaire. Et en sus, la sensibilisation du ministre des Affaires sociales quant au respect des gestes barrières contre le coronavirus. La pandémie suit son cours, le gouvernement, lui, s'adapte au mieux. On parle maintenant de la cybercriminalité. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en partenariat avec l'Union européenne et Interpol, a organisé un atelier de renforcement de capacité au profit de plusieurs acteurs. L'atelier se déroule à Cotonou. Le point avec Rebecca Kendiaoundé et Bruno Rotekbo. Dans cette salle, deux pays, le Bénin et le Burkina Faso. Leurs délégués s'arment pour combattre un ennemi commun, la cybercriminalité. Une infraction pénale commise au moyen d'un système informatique menaçant les données personnelles des utilisateurs. Au Bénin, un arsenal juridique et des mesures numériques ont été mises en place pour lutter efficacement contre le mal. Mais pour gagner la bataille, il faut outiller les acteurs intervenant dans cette lutte. C'est tout l'intérêt de ces assises. Comment mener une investigation numérique de bout en bout, tout en protégeant, n'est-ce pas, les droits de l'homme. Les personnes qui aujourd'hui seront formées pendant ces 3 jours-là retournent dans leurs différentes institutions et portent le message, vulgarisent ce message-là en attente des prochaines initiatives dans ce genre. La cybercriminalité demeure un défi majeur pour tous les pays du monde et donc représente aussi une menace pour nos économies. Et donc ça nous oblige à renforcer la coopération transfrontalière parce que ce n'est pas un défi qui peut être juste mitigé par les autorités nationales d'un pays et de l'autre. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire cet atelier pilote avec les collègues et les amis et nos frères de Burkina Faso, aussi dans cette logique de renforcer la coopération transfrontalière et aussi dans le partage des meilleures pratiques. En clair, il s'agira pour les participants de comprendre les évolutions récentes en Europe en matière de protection des données et l'impact direct sur les organisations internationales de police. Puis, se familiariser avec les capacités globales d'Interpol mises à la disposition de ces pays membres. Des différents débats de cette formation découleront certainement des propositions et des recommandations qui contribueront à relever les défis sécuritaires que pose aujourd'hui la question de la sécurité des données et l'instauration de la confiance des utilisateurs du numérique à l'ère de la révolution technologique. Le présent atelier est financé par l'Union européenne et mis en place par les experts du Conseil de l'Europe à travers le projet Glacis+. Le but ultime est de favoriser le développement d'un cyberespace, gisement de croissance pérenne et lieu d'opportunité pour les entreprises et les citoyens.
L'Office béninois des services de volontariat des jeunes a procédé au lancement d'un appel à candidature pour la certification des organisations de la société civile. Pour cette première édition, 10 organisations de la société civile seront retenues. Plus d'explications avec des responsables des services du volontariat. Aujourd'hui, le lancement de l'appel à candidature pour la certification des OSC est donc le développement d'un long cheminement qui arrive à une phase ultime. Et cette phase-là permettra aux différentes organisations de la société civile de pouvoir soumettre leur candidature et de permettre à des personnes qui sont au fait des questions de volontariat dans des structures à la fois nationales et internationales d'apprécier leurs différentes gestions des programmes de volontariat et d'échange de jeunes. Après cette phase de lancement, nous aurons d'autres étapes. Il s'agit en l'occurrence de la présélection des structures qui vont soumissionner, ensuite de la sélection, des visites de terrain, de la délibération et de la remise officielle des certificats de bonne pratique. Initiative du gouvernement allemand en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, le programme AGIR, entendu Initiative germano-africaine de la jeunesse, travaille depuis début 2016 au renforcement et à la mise en place des structures favorisant un échange durable et mutuel de jeunes entre l'Afrique et l'Allemagne. Pour cette phase pilote, 10 OSC vont être distingués. En conséquence, je voudrais inviter les OSC à plus d'ardeur et de spontanéité, car la date limite de dépôt de candidature est fixée pour le 19 juillet 2020. L'une des causes des déplacements d'éleveurs à travers les pâturages, c'est bien l'absence de forage. Un projet de l'INRAB, financé par le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, veut apporter des solutions à ce problème. William Toki s'est rendu sur l'un des sites des essais. C'est une espèce végétale envahissante. On l'appelle Iptis suaviolens. Elle colonise les pâturages naturels, mettant en péril le cheptel bovin. Dans plusieurs exploitations du Nord Bénin, ce problème pastoral pour les éleveurs est pris au sérieux. Il a donné naissance au projet CIPAM en 2017, dont le rôle est de contrôler cette invasion indésirable. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est justement parce que les animaux n'ont plus trouvé des fourrages qu'ils avaient l'habitude de trouver dans les pâturages. Les pâturages est partout occupé par Iptis suaviolens. Dans ce campeul à Guinérou, commune de Tiaourou, une des stations d'essai, une culture de graminées, le panicum maximum C1, en l'occurrence pour limiter la germination de Iptis suaviolens. Ce projet donc consiste à introduire de bonnes graminées, beaucoup appréciées par les animaux, dans les pâturages naturels. Donc, ce que nous avons testé en station à Ina, nous avons obtenu de bons résultats et il est quand même bon pour la vulgarisation que nous approchons des utilisateurs, de ces éleveurs, pour leur montrer les résultats de nos travaux afin qu'ils puissent voir et essayer d'installer également chez eux. Ailleurs, on a utilisé la souche ou encore la graine de graminée. Même résultat avec de petites nuances. L'adoption des cultures fourragères, l'introduction des cultures fourragères dans cette position s'impose. Si nous ne passons pas par là, on ne réussira pas. Nous aussi à Gogoun, on en a aussi des exemples. Donc vraiment, si tous les éleveurs pouvaient faire cette expérience, même les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs, et même les départs massifs des éleveurs, ça allait diminuer quand même. Pour le Fonds national de recherche scientifique et de l'innovation technologique, c'est un franc succès. Il vient sédentariser les éleveurs. L'aboutissement de ce projet
doit permettre aux éleveurs de disposer des espaces de pâturage assez fournis pour la création de valeur ajoutée dans leur filière de travail. Le projet CIPAM vient à terme après 2 ans de recherche et d'essais. Il permettra, une fois les résultats mis à l'échelle, de régler les conflits entre éleveurs et agriculteurs. En Libye, les mines antipersonnelles constituent des dangers pour les populations, même après les conflits. Plusieurs personnes continuent de traîner les séquelles. Regardez. C'est un calme précaire qui règne dans les rues de Tripoli. Depuis début juin, les hostilités ont cessé dans la capitale libyenne. Mais pour les milliers de civils qui ont fui la ville, c'est un retour de tous les dangers qui les attend. Après les combats, ce sont désormais les mines antipersonnelles qui sèment la mort. Répandues sur les routes, sur les chemins et dans les maisons, elles blessent et tuent des dizaines de personnes. Mohamed est un jeune berger. Il y a quelques jours, il a failli perdre la vie. Ces mines ont sans doute été déposées par les troupes du maréchal Haftar lorsqu'elles ont quitté la capitale libyenne fin mai. Pour répondre à ce nouveau fléau, le ministère de la Santé a créé des hôpitaux de campagne spécialement dédiés à ces victimes. خصصنا أكثر من مستشفى ميداني جنوب مدينة طرابلس وهو في منطقة عين زارة وأيضا طريق المطار. هذه المستشفيات تستقبل الحالات التي تتعرض لإصابات نتيجة الألغام والمفخخات وأيضا نتيجة مخلفات الحروب. Selon une ONG libyenne qui lutte contre les mines antipersonnelles, ces explosifs ne se limitent pas à une zone en particulier. Ils sont placés au hasard dans tous les secteurs où des batailles ont été menées l'année dernière. Un chantier de déminage colossal pour les autorités. تفاوتت طبعا الإصابات في المناطق. نتكلم عن عين زارة التي كانت بها ذروة الإصابات، أكثر من 70 انفجار حدث بهذه المنطقة تحديدا. أيضا العديد من المناطق جنوبية العاصمة، نتكلم عن خلة الفرجان، نتكلم أيضا عن منطقة صلاح الدين. هذه المناطق للأسف لغمت بالكامل. Le gouvernement a perdu de nombreux militaires dans des opérations de déminage. Une situation critique qui a poussé les autorités à faire appel à des démineurs turcs et italiens. Selon un décompte de l'ONU, ces mines auraient fait 138 victimes, parmi lesquelles une majorité de civils. Et puis, les États-Unis vont imposer des restrictions de visa à certains employés du géant chinois des télécommunications Huawei. Donald Trump, le président américain, quant à lui, ne se considère pas comme outsider à la présidentielle malgré les sondages en faveur de Joe Biden. Et puis, la FIFA a présenté ce mercredi le calendrier des matchs du Mondial Qatar 2020. La compilation est signée Jérôme Hongo. Le secrétaire d'État américain annonce que les États-Unis vont imposer des restrictions de visa à certains employés du géant chinois des télécommunications Huawei et des entreprises qui, je cite, apportent un soutien matériel à des régimes qui se livrent à des violations des droits de l'homme et à des abus dans le monde entier. Fin de citation. Mike Pompeo s'est aussi félicité de la décision du gouvernement britannique de couper les liens avec Huawei, annonçant qu'il se rendrait au Royaume-Uni et au Danemark la semaine prochaine. Questionné par un journaliste lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, Donald Trump affirme qu'il ne se voit pas comme un outsider dans la campagne électorale pour l'élection présidentielle américaine, en dépit de l'avance de Joe Biden dans les sondages. Le président américain estime que, je cite, « beaucoup ne veulent pas afficher leur position à cause d'un traitement médiatique qu'ils jugent défavorable ». Fin de citation. Et puis sport football, le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2022 disputé du 21 novembre au 18 décembre au Qatar aura lieu au Al Bayt Stadium d'Al-Khor City, a annoncé la FIFA mercredi dans un communiqué présentant le calendrier. Ce stade de 60 000 places accueillera le lundi 21 novembre à 13h heure locale le premier des 64 matchs de la première Coupe du Monde de l'histoire à se disputer en novembre-décembre. La FIFA a dévoilé le programme officiel de la compétition avec notamment 4 matchs de poule par jour composant un calendrier plus resserré jusqu'à la finale programmée le 18 décembre à 18h, jour de fête nationale au Qatar devant 80 000 personnes au Lusail Stadium.
Les matchs de la phase de groupe auront lieu à 13h, 16h, 19h et 22h heure locale, tandis que les rencontres à élimination directe se tiendront à 18h et 22h. Le tableau final devrait être connu en mars 2022, une fois les phases de qualification terminées. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Vous pouvez revoir ce JT sur le www.oetb.bj, puis à 23h30, Estelle Pazou pour le JT Soir.